Je n'avais jamais entendu un silence aussi lourd. La salle de conférence était pleine. Plus de 200 personnes, des responsables de service, des commerciaux, des assistants, des techniciens. Toute l'entreprise retenait son souffle pendant que le directeur général faisait lentement le tour de la table du regard. Puis il posa un dossier devant moi. Voilà ce qui arrive quand on confie des responsabilités à des gens qui n'ont pas les épaules. Personne ne bougea. Pas un regard pour moi, pas une voix pour protester. Il leva alors le dossier au-dessus de sa tête. À cause de cette femme, nous venons de perdre un contrat de près de 3 millions d'euros. Une chaleur brutale monta jusqu'à mon visage. Je sentis des dizaines de regards se poser sur moi comme des aiguilles. Je voulais parler. Je voulais expliquer. Mais il ne m'en laissa pas le temps. Élise Martin, vous êtes licenciée avec effet immédiat. Remettez votre badge avant de quitter le bâtiment. Il avait prononcé mon nom comme s'il annonçait une condamnation. Pendant quelques secondes, je crus avoir mal entendu. 8 ans. 8 années à arriver avant tout le monde. 8 années à partir après les autres. 8 années à sauver des dossiers impossibles sans jamais réclamer la moindre reconnaissance, et tout se terminait en moins d'1 minute. Je me levai lentement. Personne ne croisa mon regard. Même ceux qui savaient que je n'avais rien fait baissèrent les yeux. La peur est une maladie qui se propage très vite dans une entreprise. Je retirai calmement mon badge. Je le déposai devant lui. Il esquissa un sourire satisfait. Ce sourire, je ne l'oublierai jamais. Avant de quitter la salle, je me retournai une dernière fois. « Vous êtes certain de votre décision ?» Il croisa les bras. « Absolument. Vous devriez déjà être en train de vider votre bureau. » Je hochai simplement la tête. Très bien. Je partis, sans colère, sans larmes. Et c'est précisément ce qui l'inquiéta quelques semaines plus tard. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière moi, mes jambes cessèrent presque de me porter. Je n'étais pas seulement humiliée, j'étais trahie. Je connaissais cette entreprise mieux que ma propre maison. Les fondateurs m'avaient recrutée lorsque j'avais 29 ans. À l'époque, il ne s'agissait encore que d'une entreprise familiale de Lyon, spécialisée dans les solutions logistiques pour l'industrie agroalimentaire. J'avais grandi avec elle. Chaque client important connaissait ma voix. Chaque crise passait d'abord par mon bureau. Je n'étais jamais celle qu'on voyait sur les photos. J'étais celle qui empêchait les catastrophes. Et pourtant, depuis 6 mois, tout avait changé. L'arrivée de Damien Roche. 46 ans. Costumes italiens. Discours parfaitement préparés. Sourires impeccables devant les actionnaires. Mépris absolu envers ceux qui travaillaient réellement. Il était arrivé après le départ à la retraite de l'ancien directeur opérationnel, officiellement pour moderniser l'entreprise. En réalité, il cherchait surtout à montrer qu'il pouvait remplacer n'importe qui, surtout ceux qui connaissaient trop bien les rouages de la société. Comme moi. Les premières semaines, il se contentait de remarques. « Vous travaillez encore avec cette méthode ?» Ou encore « Il faudrait apprendre à évoluer, Élise. » Puis les humiliations étaient devenues publiques. Il corrigeait mes présentations devant tout le monde sans même les avoir lues. Il interrompait mes interventions en réunion. Il attribuait mon travail à d'autres. Et chaque fois que je répondais calmement, son irritation grandissait. Je représentais tout ce qu'il détestait. Une employée respectée sans chercher à être visible. Quelqu'un que les clients appelaient directement avant même de passer par la direction. Je le compris définitivement un mardi matin. J'étais entrée dans son bureau avec un dossier urgent. Il parlait au téléphone. Il ne savait pas que la porte était restée entr'ouverte. Tant qu'Élise est là, certains pensent encore que l'entreprise tourne grâce aux anciens. Ça doit changer. Je m'étais figée. Oui, je trouverai une raison. Il suffit d'une erreur. Je n'étais jamais entrée. Je refermais doucement la porte. À partir de cet instant, je commençais à tout conserver. Tous les courriels, tous les comptes rendus, toutes les validations, tous les échanges. Sans imaginer qu'il me sauverait un jour. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone vibra sans arrêt. Des collègues, des anciens collaborateurs, quelques clients, mais un seul appel attira immédiatement mon attention. Le numéro appartenait à Gabriel Fournier,
le directeur des achats d'un groupe qui représentait presque 15% du chiffre d'affaires de notre entreprise. Je répondis « Gabriel ?» Sa voix était inhabituelle. « Dis-moi que ce que j'ai entendu est faux. » Je restai silencieuse quelques secondes. « J'ai été licenciée. » Il souffla longuement. « Alors c'est eux qui ont perdu, pas toi. » Je souris malgré moi. « Merci, mais les choses ne sont pas si simples. » Il hésita. « Élise, je vais être très claire. Si tu ne gères plus notre compte, je vais devoir prévenir mon conseil d'administration. On travaille avec toi depuis des années, pas avec ce directeur que personne ne connaît. » Je restais immobile. « Tu ne peux pas faire ça. » « Je peux. Surtout refuser de confier nos données à quelqu'un qui n'a jamais suivi notre dossier. » Je ne répondis rien. Avant de raccrocher, il ajouta simplement « Appelle-moi quand tu seras prête. » À peine la communication terminée, un second téléphone sonna, puis un troisième, puis un quatrième. Les mêmes mots revenaient. « On veut savoir ce qui s'est passé. »« Tu vas où maintenant? Est-ce vrai que tu es parti? » Je compris alors quelque chose que Damien Roche n'avait jamais envisagé. Les contrats étaient signés avec l'entreprise, mais la confiance, elle avait été construite avec moi. Le lendemain matin, je déposai mon ordinateur professionnel sur la table de mon salon. Je possédais une copie parfaitement légale de tous les courriels qui m'étaient adressés personnellement, ainsi que les échanges concernant les validations dont j'étais responsable. Depuis plusieurs mois, j'avais également archivé chaque décision importante, conformément à la politique interne de conservation des dossiers. Je ne cherchais pas une vengeance. Je voulais comprendre. Le fameux contrat perdu concernait une entreprise de Bordeaux. Un dossier complexe. Je connaissais chaque ligne, chaque réunion, chaque modification. Je retrouvai rapidement le courriel qui changeait tout. Le directeur financier avait refusé une clause essentielle pourtant validée par le client. J'avais immédiatement signalé le risque. Damien Roche avait répondu lui-même. Ne transmettez plus ce sujet, je prends personnellement la décision. 3 semaines plus tard. Le client avait rompu les négociations, et pendant la réunion annuelle, on m'avait accusé. Je relus ce message plusieurs fois, puis un détail me glaça. Le courriel avait disparu de la boîte partagée de l'entreprise. Heureusement. Pas de mes archives. Quelqu'un l'avait supprimé. Quelqu'un essayait d'effacer les traces. À cet instant, je compris que mon licenciement n'était pas seulement injuste. Il servait à protéger une autre personne. Et si quelqu'un avait pris autant de risques pour cacher la vérité, c'est que l'histoire était bien plus grave que la perte d'un simple contrat. Je restais immobile devant l'écran. Le curseur clignotait au bout du dernier courriel comme un métronome. Plus je relisais la chaîne d'échange, plus une certitude s'imposait. Quelqu'un avait méthodiquement réécrit l'histoire. Pas seulement en me désignant comme responsable, en effaçant toute preuve susceptible de contredire cette version. Je pris une grande inspiration et ouvris le dossier des sauvegardes automatiques. Pendant des années, j'avais pris l'habitude d'archiver les échanges sensibles sur un support personnel autorisé par notre charte interne, précisément pour pouvoir justifier chaque décision en cas d'audit. Cette rigueur, que certains trouvaient excessive, venait de mon premier responsable. Il répétait toujours « Les souvenirs se discutent. Les documents, beaucoup moins. » Je ne savais pas encore à quel point cette phrase allait changer ma vie. En moins d'1 heure, je reconstituais toute la chronologie. Le refus de la clause n'était pas une erreur. C'était un choix validé par Damien Roche. Et ce n'était pas tout. En comparant les versions successives des fichiers, je remarquais que certaines annotations avaient disparu après la perte du contrat. Les suppressions avaient été faites le même soir. Moins d'1 heure avant la réunion annuelle. Je regardais l'horodatage. Quelqu'un paniquait. Mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Je répondis. Une voix masculine parla à voix basse. « Madame Martin? Oui? Ne dites rien. Écoutez seulement. Vous n'êtes pas responsable. Plusieurs personnes le savent. Mais personne n'ose parler. Faites attention à ce que vous possédez. Ils cherchent à récupérer vos archives. » Je me redressai. « Qui êtes-vous? » Un silence. Puis la communication fut coupée. Je rappelai immédiatement. Le numéro n'existait déjà plus. Pendant quelques secondes,
Je restais figée. Était-ce une mauvaise plaisanterie? Ou quelqu'un tentait-il réellement de me prévenir? Je n'eus pas le temps d'y réfléchir davantage. Quelqu'un frappa à ma porte, 2 coups, puis un 3e. J'ouvris avec prudence. Sur le palier se trouvait un livreur tenant une petite enveloppe Kraft. « Madame Élise Martin? »« Oui. »« Signature, s'il vous plaît. » Je signai. Le livreur repartit sans un mot. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une simple clé USB, aucun nom, aucune lettre, seulement un petit papier. Regardez la vidéo du 14 mars. Mon cœur accéléra. Je branchai la clé sur un ordinateur qui n'était relié à aucun réseau. Un seul dossier apparaissait. Vidéosurveillance. Je lançai l'enregistrement. La qualité était moyenne, mais les visages étaient parfaitement reconnaissables. On voyait le bureau de Damien Roche. La date correspondait à 3 jours avant la rupture du contrat. La porte s'ouvrit. Le directeur financier entra, puis un 3e, homme que je reconnus aussitôt. Vincent Lenoir, 49 ans. Directeur, commercial, charismatique, toujours irréprochable en apparence. L'un. Des proches de Damien. Je montai légèrement le volume. Si cette clause reste, le client découvrira les écarts de marge. C'était la voix de Vincent. Damien répondit calmement. Alors on la retire. Le directeur financier hésita. Élise ne validera jamais ça. Damien eut un petit rire. Elle ne validera rien du tout. On dira qu'elle a oublié de transmettre la dernière version. Je cessais presque de respirer. Ils avaient planifié tout. Cela, avant même que le contrat ne soit perdu. La vidéo s'arrêtait, brutalement. Je restais longtemps devant l'écran noir. Je n'éprouvais plus de colère. Seulement une immense lucidité. Il ne m'avait pas sacrifié pour une erreur. Il m'avait choisi parce que j'étais le témoin le plus dangereux. 3 jours plus tard, les conséquences commencèrent à apparaître. Le premier client annonça officiellement la suspension de ses nouveaux projets, puis un 2e, ensuite un 3e. Chaque fois, la raison restait diplomatique, réévaluation stratégique, réorganisation interne, mise en attente des engagements. Mais je connaissais la véritable explication. Ils ne faisaient en plus confiance à ceux qui avaient remplacé leur interlocutrice. Gabriel m'appela en fin d'après-midi. « Tu regardes les actualités économiques? »« Non, tu devrais. Votre entreprise commence à faire parler d'elle. » J'allumai immédiatement la télévision. Une courte chronique évoquait les difficultés inattendues d'un groupe, familial jusque-là réputé pour sa stabilité. Aucun scandale, aucun détail. Mais les marchés détestent les incertitudes. Je savais que les actionnaires aussi. 1 semaine plus tard, je reçus un courrier recommandé. L'entreprise contestait officiellement certaines données que j'avais conservées et exigeait leur restitution immédiate. Je souris malgré moi. Ils venaient de reconnaître, noir sur blanc, que ces documents existaient. Je confiai immédiatement le dossier à une avocate, Maître Juliette Caron. 42 ans. Calme, méthodique. Impossible à intimider. Après 2 heures de lecture, elle referma le classeur. Élise. Est-ce que vous réalisez ce que vous avez entre les mains? Pas vraiment. Elle me regarda droit dans les yeux. Si ces documents sont authentiques, nous ne sommes plus dans un simple licenciement abusif. Nous parlons potentiellement de falsification de preuves, de manœuvres destinées à tromper les actionnaires et d'une faute de gouvernance extrêmement grave. Je sentis un frisson parcourir mes bras. Que fait-on maintenant? Elle répondit sans hésiter. Rien. Je la regardai surprise. Rien? Nous attendons. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés que vous allez attaquer immédiatement. Ils préparent déjà leur défense. Pendant ce temps, ils continuent probablement à commettre les mêmes erreurs. Plus ils parleront, plus ils laisseront de traces. Son calme me rassura. Pour la première fois depuis mon licenciement, je cessai de courir après la vérité. Je la laissai venir jusqu'à moi, et elle arriva plus vite que prévu. 2 semaines plus tard, je reçus un appel provenant d'un numéro que je connaissais par cœur, celui de Damien Roche. Je laissai sonner, puis une 2e fois, puis une 3e. Finalement, un message vocal apparut. Sa voix n'avait plus rien de celle de l'homme qui m'avait humiliée devant toute l'entreprise. Elle était tendue, presque inquiète. « Élise, il faut qu'on parle. Il y a
Des choses que je ne savais pas. Rappelle-moi, c'est important. Je reposai lentement mon téléphone. Je n'avais aucune intention de répondre. Pas encore, parce que je savais désormais une chose essentielle. S'il m'appelait, ce n'était pas pour réparer une injustice. C'était parce que son propre monde commençait à s'effondrer.